Dans les dernières capsules, j'ai parlé des facteurs qui ont mené à la révolution industrielle. Aujourd'hui, on va voir les conséquences sociales de la révolution industrielle. Une des premières conséquences et l'une des plus importantes, c'est l'urbanisation. En effet, on se souvient qu'à cause des progrès agricoles, il y a beaucoup de travailleurs dans les campagnes qui se retrouvent sans emploi. Donc, ces gens-là quittent les campagnes pour aller essayer de se trouver du travail dans les usines en ville. Partout où on voit l'industrialisation, il y a également une croissance des villes. Cette croissance des villes-là est causée par un phénomène extrêmement important que je veux que vous appreniez par cœur, qu'on appelle l'exode rural. Les gens quittent la campagne, donc un exode, et ils quittent la campagne, donc c'est rural. Exode rural, quitter la campagne. Donc, on se rappelle qu'il quitte la campagne à cause de l'élaboration de nouvelles machineries, comme la batteuse ici, la batteuse à manège. Donc, ça enlève des emplois à bien des ouvriers qui faisaient ça à la main avant. Éventuellement, l'invention du tracteur va faire perdre des emplois dans les campagnes aussi. Et on se souvient aussi qu'à cette époque-là, on établit la rotation des cultures, ce qui permet de produire beaucoup plus de nourriture, ce qui permet de nourrir les gens qui vivent en ville. Donc, parce que ces gens-là ne peuvent pas produire leur propre nourriture. Donc, c'est tout ça qui entraîne le phénomène de l'exode rural. Donc, qui dit exode rural dit ville. Les premières grandes villes sont créées en Angleterre. Une des premières grandes villes industrielles d'Angleterre, ça va être Manchester, à peu près au centre du pays. Pourquoi Manchester? Parce qu'on y trouve d'importantes ressources en charbon, qui est extrêmement important, comme on l'a vu. Manchester est aussi juste à côté d'un port très important qui s'appelle Liverpool. Liverpool, c'est un des endroits principaux où on transborde le minerai de fer. Donc, fer, charbon, on a là deux ingrédients extrêmement importants de la révolution industrielle. Donc, deux villes très importantes. On a besoin aussi de beaucoup d'argent, ce qu'on appelle des capitaux pour financer l'industrialisation. Ces capitaux-là sont à Londres. Londres, la capitale de l'Angleterre, la ville royale, c'est là qu'on retrouve les banques, les gens riches. Donc, Londres va subir une importante expansion aussi parce que des usines vont venir s'y installer. Mais ce ne sera pas les seules villes. Il va y avoir Glasgow et Édimbourg plus au nord en Écosse, Birmingham, Bristol ou encore Sheffield. Donc, l'Angleterre va vivre une importante urbanisation causée par l'exode rural. On peut le voir facilement en regardant le plan de Manchester. Avant la révolution industrielle, c'est une toute petite ville et 100 ans plus tard, la ville a décuplé de taille et de population. Quand on regarde ce que ça donne au niveau des images, on regarde en haut à gauche Manchester avant la révolution industrielle, ville moyenâgeuse de taille assez normale. Et quelques années plus tard, ça se transforme en une véritable ville industrielle où on a des cheminées, des manufactures, des usines un peu partout dans le paysage, beaucoup de pollution, bien sûr, et aussi l'apparition de différents quartiers, donc des maisons en rangée ou encore des blocs appartements, chose qu'on n'avait pas avant, mais qu'on a besoin de construire parce qu'il y a tellement d'ouvriers qui viennent travailler dans les villes. Donc, deux quartiers vont se créer dans les villes. Il va y avoir des quartiers ouvriers pour les travailleurs dans les usines qui sont proches donc des usines. Et bien sûr, il va y avoir des quartiers pour les plus riches. Parce que bien sûr, quel riche a envie d'avoir une usine dans sa cour? Aucun. Donc, il va y avoir des quartiers bourgeois pour loger les riches propriétaires d'usines. Quand on regarde de quoi ça a l'air concrètement, on peut clairement voir la différence. En haut, à gauche, on a une maison typique d'un quartier ouvrier, petite, construite à la halte, dans des rues en terre, trottoirs en bois, avec pas d'eau courante, pas d'égout non plus. Donc, des petites maisons comme ça peuvent loger des familles de 10, 15 personnes dans la promiscuité. C'est sale, malpropre et bien sûr, tout près des usines, donc sujette à pollution. Alors que si on regarde en bas à droite, on voit une maison d'un quartier bourgeois typique. Donc, grande maison, solide, bien construite, généralement avec l'eau courante, système d'égout et éventuellement l'électricité, donc toutes les commodités modernes. On voit donc l'apparition dans les villes de différentes classes sociales. Il y a la grande bourgeoisie qui sont les entrepreneurs, les propriétaires d'usines, les banquiers, donc les gens qui sont très riches. On a d'autres gens qui sont un peu riches, donc un peu l'espèce de classe moyenne qu'on va appeler la petite bourgeoisie, qui sont les avocats, les médecins, les notaires, fonctionnaires, les ingénieurs, les ouvriers spécialisés.
Ils ne sont pas extrêmement riches, mais ils s'en sortent tout de même bien. Le groupe le plus nombreux, c'est bien sûr la classe ouvrière dans les villes. Donc, qui sont les ouvriers non spécialisés, les gens qui arrivent de la campagne pour essayer de se trouver un emploi. En fait, si on regarde ça un peu, ça peut un peu nous rappeler ce qu'on a vu dans le dernier module. En effet, les classes sociales remplacent en quelque sorte les ordres de l'Ancien Régime, donc la noblesse, le clergé, tiers-état, ou la classe ouvrière et bien sûr le tiers-état. La classe ouvrière travaille dans des conditions très, très difficiles, de 14 à 16 heures par jour, 6 jours par semaine, dans des conditions qui sont pénibles, souvent dangereuses, pour des salaires qui sont minables. Le salaire du père de famille ne suffit pas à nourrir toute sa famille. Dans les mines, les travailleurs sont en danger de mort de façon constante, donc à cause des gaz toxiques, les dangers d'explosion ou d'effondrement. Donc, comme les salaires sont si faibles, les femmes et les enfants n'ont pas le choix de travailler aussi, mais pour des salaires qui sont encore moindres. En somme, l'industrialisation leur bénéficie très peu, voire pas du tout. Mais pourquoi est-ce que les propriétaires font travailler leurs ouvriers dans des conditions aussi difficiles? Tout simplement parce que ça leur coûterait trop cher d'assurer la sécurité de leurs employés. Il vient beaucoup moins cher de renvoyer un employé qui s'est blessé que de leur assurer des conditions sécuritaires. Est-ce que les ouvriers vont se laisser faire? Sûrement pas, mais ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule.